figures incarnant l'autorité de leur cité ou de leurs États. Et puis ensuite, ça a été, nous en rappelons, sur le franc, eh bien, des figures symboliques de notre culture, de Alors notre vous histoire. mettriez qui, par Eh exemple? bien, de grandes figures de ce que peut constituer l'héritage européen, les grands noms de notre littérature, de la philosophie. Bon, d'accord, mais qui? Ah bah, pour le coup, on n'a que l'embarras du choix. Cervantes, Mais ce qui est très frappant, c'est qu'aujourd'hui, sur nos billets de banque, comme vous le savez, Vous nous mouillez pas n'avons tellement, hein, nous quand n'avons même. que... Non, mais donnez-nous des Ouais, noms. mettons Notre-Dame de Paris et mettons le Parthénon, mettons les grandes formes qui représentent ce que l'architecture et l'art européen Alors ça, ont c'est pour produit l'architecture, de plus pour la beau. littérature. Et puis mettons, encore une fois, on n'a que l'embarras du choix, vraiment. Oui, Mettons bien sûr, mais Cervantes et Dante et mettons Victor Hugo, bien sûr. Euh, c'est très bien, mais c'est très consensuel. mais c'est consensuel. Il nous faut aussi du consensus. Je veux dire par là que c'est exactement cela. C'est ce qui nous relie. Ce sont nos lieux Vous voulez communs. pas des C'est notre choses un lien peu commun. plus, comment dirais-je, un peu plus les républicains, je ne sais pas moi, Bernanos, vous pourriez proposer. Et je crois qu'on a Les besoin de savoir, Amblois. en tous les cas, on a besoin de savoir ce qui nous relie. Et il est tout à fait symptomatique que l'Europe n'ait pas été capable de nommer ses racines dans le débat en 2004 autour du traité pour la Constitution européenne. Pour ma part, je ne crois pas que ce soit une incapacité anecdotique. Je pense qu'elle est décisive dans la crise de la transmission que nous vivons aujourd'hui, dans la crise de ce lien commun. Et par ailleurs, effectivement, sur ces billets de banque, nous n'avons fait figurer que des ponts qui ne mènent nulle part, des architectures abstraites. C'est quand même incroyable qu'avec tout ce que l'Europe a fait, nous n'ayons pas été capables de faire figurer ce qui fait notre culture commune. Au-delà de ça, parlons un peu d'économique. Encore une fois, qu'est-ce qui vous distingue d'Édouard Philippe? En quoi la droite orléaniste, qui est finalement très bien représentée par Édouard Philippe et peut-être aussi par la politique de la République en marche, a-t-elle besoin d'un challenger tel que vous, tel que les Républicains, François-Xavier Bellamy? Moi, j'ai beaucoup de compassion envers Édouard Philippe parce qu'il est aujourd'hui à la tête d'un gouvernement et il défend une liste dont la politique ne correspond pas du tout à ce qu'il avait porté dans le reste de sa vie politique. Et quand on voit d'ailleurs dans ce débat européen ce qui est aujourd'hui le cœur de la liste d'En Marche, on voit qu'en réalité, il y a là quelque chose qui nous renvoie à la gauche traditionnelle. Je veux dire que... À la gauche? On Vous respecte... trouvez qu'il a une politique de gauche? La liste d'En Marche, en tous les cas, défend une politique qui est classiquement une politique de gauche. Prenons par exemple le budget de la zone euro. Qu'est-ce que c'est que l'idée d'un budget de la zone euro? C'est l'idée de faire de la redistribution à l'échelle européenne, c'est-à-dire de créer un grand budget qui permettra en réalité de faire financer par d'autres pays que nous les dettes que nous avons accumulées pour faire en sorte d'organiser une redistribution à l'échelle de l'Europe. Ce budget de la zone euro de plusieurs points de PIB, eh bien c'est en réalité une vision qui se rapproche évidemment d'une politique classique de la gauche. Ça n'est pas étonnant quand on voit la composition de la liste d'En Marche, puisque derrière Madame Loiseau, par exemple, il y a des figures qui viennent de la gauche écologiste, par exemple Pascal Monsieur Canfin, Canfin, le numéro 2. ancien ministre de François Hollande. Je respecte parfaitement le pluralisme des opinions, mais ce que je crois, c'est que malheureusement, il y a quelque chose qui n'est pas assumé de façon transparente. D'ailleurs, on a eu face à nous une liste qui n'avait pas de projet jusqu'à 15 jours avant le scrutin. Et quand on explique que l'Europe, c'est le cœur de l'action qu'on veut défendre, je crois que ça n'est pas prendre vraiment les Français tout à fait au sérieux. Sur la question Frédéric des listes, Sey. justement, on voit beaucoup dans les meetings à vos côtés Laurent Wauquiez. C'est lui, évidemment, le président de Les Républicains qui a poussé pour votre candidature depuis le début. On voit beaucoup aussi Agnès Evren et Arnaud Danjean qui sont numéro 2 et numéro 3 sur votre liste. Vous entendez le reproche que vous font notamment les marcheurs, c'est de dire qu'on vous voit beaucoup moins avec le numéro 5 de votre liste, par exemple, qui s'appelle Brice Hortefeux. C'est quoi, vous avez honte de lui? Mais pas du tout, non. On a fait un meeting ensemble à Clermont-Ferrand avant-hier. Chez Vous voyez, lui, donc. Chez lui. Et chacun des C'était le colistiers... régional de l'époque, donc. Bien sûr, mais chacun des colistiers, vous savez, fait campagne. Nous, depuis 3 mois, on est sur le terrain tous les jours. Alors, au début, on a été beaucoup avec Arnaud et avec Agnès, en effet, qui ont été investis avec moi dès le début de cette campagne. Agnès, qui est vice-présidente de la région Île-de-France, qui apporte sa connaissance de l'échelon régional, qui est fondamentale pour l'action européenne. Puis Arnaud Danjean, qui est parlementaire européen sortant, qui est aussi un spécialiste très Et vous fort entendez des le questions reproche, et derrière de le lutte contre renouveau le que vous terrorisme. affichez, vous, il y a des anciennes figures qui ne font pas spécialement Depuis renouveau. qu'on est rentré dans le cœur de la campagne, on se répartit partout sur le territoire et je vois beaucoup moins, y compris Agnès et Arnaud. Brice Hortefeux fait campagne lui aussi et il fait tous les jours des réunions publiques. C'est comme ça aussi que nous voulons être au contact des Français, au contact du terrain. Nous ne sommes pas
un mouvement politique artificiel. Au contraire, je crois que la politique se fait d'abord en se mettant à l'écoute des citoyens. Et c'est aussi la méthode avec laquelle nous avons travaillé depuis le début de cette campagne. Ce que cherche à vous dire de manière un peu malicieuse mon camarade Frédéric Seyss, c'est que l'on a du mal à se dire qu'il y a une vraie homogénéité chez les Républicains. Vous incarnez effectivement une forme de renouveau, mais aussi une tendance bien particulière. Lorsque vous êtes arrivé, il n'y avait pas vraiment consensus autour de votre personne. Vous pensez vraiment que les remarques sur le fait que vous étiez la frange la plus conservatrice des Républicains se sont tues, François-Xavier Bellamy? Ce qui est sûr, c'est que d'abord, nous faisons campagne autour d'un projet. Ce projet, on l'a dévoilé il y a 3 mois, dès le début de cette campagne. Il a été voté à l'unanimité de notre famille politique. Il a été aussi voté par les centristes qui nous ont rejoints. Et donc aujourd'hui, l'union de la droite et du centre, elle porte ce projet qui est clair, qui est précis, qui est cohérent. On peut au moins s'accrocher à cette certitude. Nous parlons d'une seule voix. Et deuxièmement, moi, je n'ai jamais cru pour ma part que le renouvellement suffisait à faire un programme politique. Je suis nouveau dans cette expérience, c'est vrai, mais je crois qu'il faut pouvoir s'appuyer aussi sur l'expérience de ceux qui viennent du Parlement européen, qui apporteront leurs compétences, leur connaissance des institutions européennes, qui sont des institutions complexes. Alors Et je ne justement, crois pas qu'on puisse faire de la simple nouveauté un argument en soi. Je ne suis pas sûr que ça ait prouvé son efficacité dans le passé. dans Frédéric votre Seyss. projet, justement, vous évoquez le Parlement européen qui siège principalement à Bruxelles et un peu à Strasbourg pour les sessions plénières. Vous proposez carrément de faire de Strasbourg, je cite, le siège unique du Parlement européen pour le travail parlementaire, administratif et législatif. Est-ce que ça veut dire tout bonnement que vous souhaitez fermer le Parlement de Bruxelles ? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un débat aujourd'hui sur cette alternance entre Bruxelles et Strasbourg qui représente une difficulté logistique et économique non négligeable. Oui, parce qu'il faut On entend déménager des les voix- archives, les papiers, les collaborateurs et évidemment les Exactement. députés. On entend des voix dire qu'il faudrait renoncer au siège de Strasbourg. C'est notamment ce qu'a répondu Mme Kramp-Karrenbauer De la à Emmanuel CDU, Macron. du Parti Ce conservateur qui donne allemand. l'indice de la faiblesse actuelle de la France dans le débat européen, faiblesse qui me préoccupe, je le disais tout à l'heure. Nous proposons que si on doit se concentrer sur un siège unique, ce soit à Strasbourg. D'abord parce que c'est le siège que les traités prévoient. Deuxièmement parce que c'est évidemment marquer la place de la France dans le débat européen. Et troisièmement parce que Strasbourg, c'est une ville qui symbolise peut-être justement cette histoire de la civilisation européenne, avec toutes ses déchirures et toutes ses blessures, mais aussi avec sa grandeur et sa fécondité. Et parce qu'il y a aussi des enjeux économiques pour Strasbourg, pour les professionnels du tourisme, les hôteliers, les restaurateurs, etc. Ça pèse aussi. Alors, ça pèse, mais enfin beaucoup moins que la dimension symbolique forte. Si la France perdait le siège du Parlement européen, ce serait le signe qu'elle est en train de devenir un pays périphérique en Europe. C'est ce qui la menace aujourd'hui. Et malheureusement, c'est Vous ce qui a... pensez vraiment? Bien sûr. Aujourd'hui, encore une fois, la réponse de Mme Kramp-Karrenbauer à la lettre d'Emmanuel Macron, expliquant que maintenant il est temps de renoncer au siège de Strasbourg et de mutualiser le siège de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est clairement une manière de dire que la France ne pèse plus ou qu'elle ne compte plus. On n'aurait pas fait ça au général de Gaulle, je peux vous dire, et on n'aurait pas fait ça même il y a encore quelques années à un président français. Et je ne dis pas ça pour... exacerber cette difficulté, mais pour le regretter et pour faire sentir le poids de notre responsabilité. Si nous voulons que l'Europe aille bien, il faut qu'elle retrouve son équilibre, et son équilibre passera par le fait que la France y retrouve vraiment toute sa place. François-Xavier Bellamy, ce matin, à la une des journaux, il y a les époux Balkany, le fait d'appartenir au même parti qu'eux, alors qu'ils vont être jugés avec toute une série de malversations. Ils ont le droit, évidemment, à la présomption d'innocence, mais enfin, quelle réaction? D'abord, ils ont droit à la présomption d'innocence, en Bien effet. entendu. Deuxièmement, je ne connais pas particulièrement ce sujet précis. Oh, bah écoutez, je peux vous donner Non, mais, quasiment tous enfin, les journaux, hein. Il n'y a que le Figaro qui n'en parle pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que la justice fasse son travail, mais encore une fois, je ne suis pas là pour faire son travail à sa place. Non, mais apparemment, ils sont jugés ce qui pour est avoir certain- dissimulé 13 millions d'euros au fisc, hein. Je vous résume un peu l'affaire, avec des villas qui auraient été achetées. Mais très bien, la justice fera son travail, je lui fais confiance pour cela, et je suis sûr que la police et la justice sauront faire la lumière sur ce qui est effectivement reproché aux époux Balkany. Soyons honnêtes, malheureusement, la politique a été trop longtemps discréditée dans toutes les familles politiques par des pratiques qui, évidemment, lui ont fait perdre son sens. Moi, je suis élu depuis 10 ans, et je voudrais dire, au nom de tous ces Non, mais élus locaux ils avaient qui été s'engagent... condamnés, par exemple, dès Bien sûr, mais qu'est-ce que 1996 pour prise illégale d'intérêt. le fait Je viens qu'ils de vous dire que des pratiques qui ont fait perdre son sens à la politique sont graves et qu'elles doivent être évidemment condamnées, et condamnées
au nom de tous ces élus locaux, ils sont 500 000 en France, qui s'engagent bénévolement pour l'immense majorité d'entre eux, et de toute sensibilité politique qui contribue à faire vivre ce lien social qui est si profondément fracturé en France aujourd'hui, ces pratiques-là, si les époux Balkany en sont coupables, eh bien, ils seront condamnés, mais ça n'est pas mon rôle de le faire ici, sur ce plateau, et vous le comprendrez très bien. Et je dirais la même chose, quelle que soit la couleur politique de la personne dont vous me parleriez. En tous les cas, des pratiques qui abîment la politique, évidemment, elles pèsent d'abord sur les élus, et sur les élus qui, pour l'immense majorité d'entre eux, font preuve d'un immense dévouement. Frédéric Seyss. Replongeons dans votre programme, proposition numéro 12, fermeture immédiate des lieux de culte islamistes. Très bien, mais quel rapport avec les prérogatives d'un parlementaire européen? C'est national comme décision. Alors c'est national, mais il faut une stratégie européenne sur la question, parce que, comme vous le savez peut-être, aujourd'hui, nous avons construit une Europe de la libre circulation qui est un atout immense pour tous les citoyens européens, mais qui est aussi malheureusement parfois, si nous ne savons pas y prendre garde, un atout pour tous ceux qui veulent commettre des crimes, qui veulent entretenir des projets terroristes ou bien qui veulent effectivement propager la haine. On l'a vu au cours des dernières années, lorsque certaines personnes sont chassées d'un pays européen ou qu'elles sont surveillées ou interdites de propager des discours de haine, eh bien il arrive qu'elles puissent passer de l'autre côté d'une frontière et faire la même activité dans un autre pays européen. C'est la raison pour laquelle nous proposons de renforcer la collaboration entre les polices européennes à travers Europol, de faire en sorte qu'on puisse développer à travers des équipes communes d'enquête le fait de mettre en place de vraies stratégies pour mettre fin à cet évitement qui est aujourd'hui encore trop souvent possible. Il faut évidemment que nous puissions garantir la plus grande liberté aux citoyens européens, mais il faut que jamais cette liberté ne soit le signe de notre naïveté face à ceux qui menacent aujourd'hui nos démocraties. Justement, est-ce que la laïcité à l'échelle européenne, c'est une bonne idée? Est-ce qu'il faudrait insister sur les racines chrétiennes, par exemple, de l'Europe, François-Xavier Bellamy? Je crois qu'il faut pouvoir nommer nos racines, toutes nos racines, c'est pas seulement les racines chrétiennes de l'Europe, et nommer les racines grecques, latines et les racines judéo-chrétiennes qui font notre héritage commun, ça n'est pas du tout une atteinte à la laïcité. Ça a été, à mon avis, la grande erreur de ce débat de 2004 que j'évoquais tout à l'heure. Quand nous avons vu Notre-Dame de Paris brûler, il n'était pas nécessaire d'être croyant pour se sentir touché. Et au fond, derrière la mention de ces racines, il y a seulement le fait que nous sommes liés les uns aux autres par quelque chose qui nous est commun. Or, si on revient à la question de l'islam radical, et je m'étonne d'ailleurs que ce projet soit le grand absent, que cette question, cette préoccupation soit la grande absente d'autres projets, je pense à celui de la République en marche qui ne s'intéresse juste pas du tout à cette question. C'est pas le pourtant, cœur d'une élection de parlementaires européens, reconnaissez-le. mais c'est le cœur. L'Europe, elle doit se saisir de tous les grands défis de notre avenir. Et celui-là c'en est un, évidemment. Quand un ancien ministre de l'Intérieur nous dit aujourd'hui nous vivons côte à côte, demain peut-être nous serons face à face, quand Jérôme Fourquet publie un livre qui s'appelle L'archipel français qui montre à quel point les communautés françaises, les communautés qui font la France sont en train de s'éloigner les unes des autres, comme si nous n'étions plus qu'une juxtaposition de communautés qui s'ignorent et qui s'éloignent, eh bien je crois qu'on doit se saisir de cette question. Et qu'est-ce qui pourra nous permettre de lutter contre l'islamisme qui monte et qui gangrène beaucoup de nos quartiers? Eh bien, c'est le fait de pouvoir offrir un héritage, de pouvoir offrir une culture commune, de pouvoir transmettre le sens d'une civilisation en partage. Et c'est, je le dis comme enseignant, j'enseigne depuis 10 ans, j'ai enseigné comme beaucoup de jeunes collègues dans ces quartiers sensibles qui sont directement touchés par ce phénomène. C'est d'abord parce que nous n'avons pas su transmettre quelque chose comme cette culture commune que l'islam radical remplit aujourd'hui le vide que nous avons laissé prospérer. Une dernière question, Frédéric Seyss. Actuellement, le premier parti au Parlement européen, c'est le Parti populaire européen, les conservateurs, dans lesquels vous siégerez si jamais vous êtes élu, évidemment, le 26 mai prochain. Est-ce que ça veut dire qu'en un sens, le parti que vous représentez est un parti sortant et donc, en un sens, avec l'humilité qui caractérise souvent les responsables politiques, est-ce que vous êtes co-responsable d'une certaine forme d'échec ou d'apathie de l'Europe ? Moi, je rentre dans cet engagement avec évidemment un regard nouveau, mais je crois c'est un vous qu'effectivement, collectif, vous l'avez compris. il faut savoir tirer les enseignements des erreurs du passé. Le PPE est un des groupes importants au Parlement européen, qui est l'une des institutions qui compte dans la construction européenne. Donc on ne peut pas considérer qu'il soit responsable de toutes les erreurs d'aujourd'hui. Les États y ont leur part, évidemment, à travers le Conseil des États européens, la Commission européenne, mais il est très clair que pendant trop longtemps, nous avons cédé à la naïveté et avec ce nous collectif, oui, je le dirais avec humilité, nous devons reconnaître que tout n'a pas bien fonctionné. Il faut savoir tirer les enseignements des erreurs du passé pour écrire une nouvelle page et c'est pour cette raison que je m'engage. Merci François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains. Dans quelques instants, nous serons en compagnie de Manon Aubry, tête de liste La France Insoumise, puis de Nicolas Dupont-Aignan, tête de liste de Debout la France. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil.